Bonjour à tous, ben voilà, c'est le dernier jour du mois de mars. Voilà, apparemment on dit que c'est le mois des fous. Ben c'est voilà, c'est peut-être une bonne transition avec la thématique du jour parce que je suis avec une équipe avec un petit grain de folie puisque moi je passe une très bonne semaine là, depuis lundi avec vous deux les filles. Bonjour Christine. Bonjour Félix. Alors Christine, toi ta casquette c'est psychothérapie et finalement la thématique du jour va être intéressante aussi pour toi parce qu'on va parler, mesdames et messieurs, on va parler des coachs finalement, les coachs de vie, les coachs professionnels qui sont à vos côtés, qui peuvent vous accompagner à certains moments. Finalement on peut se dire mais tiens qu'est-ce que c'est, mais finalement quels sont les conseils qu'ils peuvent nous donner, à quoi ils peuvent aider, et pour ça on aura un invité avec nous qui est aujourd'hui avec nous, Emmanuel Fauré. Bonjour Emmanuel. Bonjour Philippe. Alors toi tu es coach professionnel notamment et tu aimes bien dire révélateur de talent. J'étais en train de vérifier parce que c'est un peu ça, révélateur de talent, c'est-à-dire accompagner les gens par leur qualité et pour se réaliser avec leur qualité et arrêter d'avoir des freins. Et on va pouvoir voir avec Christine finalement que être coach, c'est pas être psy finalement. Non, c'est deux choses différentes effectivement. On ne prend pas l'individu de la même façon et le questionnement qu'on a par rapport à la personne qu'on reçoit n'est pas du tout la même. Et finalement, lundi dernier, Marie-Lise Trécourt nous faisait une chronique lundi sur justement qu'est-ce qu'être coach. Donc on peut retrouver finalement sur Internet, sur varazur-tv.fr, on peut retrouver l'information et revoir un peu qu'est-ce que coach. Parce que toi aussi, tu es coach et tu vas pouvoir finalement un peu abonder dans le sens d'Emmanuel. Exactement. Toi, c'est quoi? C'est dans quel domaine que tu fais ça? C'est dans le domaine professionnel essentiellement. Après, c'est aussi du coaching de vie par moment parce que les problématiques personnelles qu'on a, elles sont aussi dans la vie de tous les jours. Donc. Eh bien, tu vas voir que Emmanuel est complètement d'accord avec toi. Emmanuel, j'allais dire coach, finalement, on a toutes sortes de coachs. On a des coachs, j'allais dire, sportifs et autres. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment un coach, comme tu dis, révélateur de talent. C'est quoi le mot qu'est-ce qui est caché derrière révéler les talents? Alors dans le coaching, chacun a sa pratique et la mienne c'est de pouvoir faire sortir chez la personne les talents qui sont en elle de manière à ce qu'elle puisse les utiliser pour l'objectif qu'elle a décidé de se fixer. Donc ça peut être tout type d'objectif, ça peut être un objectif de performance, par exemple s'arrêter de fumer, réussir un examen, passer un entretien à l'oral pour pouvoir réussir à époustoufler son jury, ou bien ça peut être du coaching de transition, où là on est face à des gens qui ont décidé de changer d'existence, et on va se rendre compte que les talents qu'ils utilisent dans un domaine, ils peuvent les transposer dans un autre, car on a tous des talents. Tu disais performance parce qu'on a un objectif précis, c'est-à-dire que si on a un objectif à se fixer, finalement, on peut s'appuyer sur un coach pour nous permettre, c'est quasiment presque comme un coach sportif, c'est-à-dire oui. Que quelqu'un qui va appuyer sur nos forces pour arriver à obtenir nos résultats. Mais tu as employé ce terme de coach, ou alors dans des moments de transition, c'est-à-dire ça va être quoi? Ça va être des changements de vie? Ça va être quoi? Ça va être des demandes d'augmentation? Ça va être des choses comme ça dans ce domaine? Oui, ça peut être quelqu'un qui décide de se rendre compte que l'existence qu'il a aujourd'hui par plusieurs aspects est délicieuse et formidable, mais il y a quelque chose qui aujourd'hui l'encombre et il ne sait pas trop quoi. Et pour pouvoir se révéler à lui-même, il va avoir besoin justement de changer d'existence et d'orienter sa vie professionnelle ou personnelle d'une autre manière. On va voir aussi après avec toi, parce que là on parle d'individus, mais tu sais travailler aussi avec des équipes dans les oui. entreprises, on va voir ça aussi tout à l'heure, où là c'est un axe complètement différent d'émulation pour trouver des solutions ensemble. Oui. Sur cette idée de talent, quels sont les freins finalement à ne pas révéler ses propres talents généralement chez les gens que tu côtoies? Alors, la plupart des gens manquent parfois de confiance en eux, c'est ça qui les restreint, c'est ça qui les réduit à une existence qui ne leur correspond pas. Et en revanche, lorsqu'ils décident de révéler leurs propres talents pour pouvoir arriver à faire quelque chose, ils se rendent compte par petits pas de la part de l'extérieur, alors qu'en fait ces personnes-là font des pas de géant et ils ont l'impression que c'est très difficile et de les accompagner doucement, de leur permettre de montrer qu'ils ont leur temps pour pouvoir parvenir à ce qu'ils veulent, leur permet justement d'arriver à se dépasser. C'est uniquement des sortes de peurs qui tournent autour du manque de confiance en soi qu'il y a dans ces freins? Non. Ça peut être aussi des barrières qui leur ont été inculquées dans l'enfance. Ça peut être des gens qui ont souffert, qui ont fait preuve de grande timidité, par exemple. Ça peut être aussi des gens qui n'ont pas été particulièrement choyés à l'école ou dans leur maison, et ce qui fait qu'après, ces freins-là ressurgissent ou restent existants dans la vie d'adulte, et il faut justement montrer à ces personnes que ce frein-là n'est plus nécessaire.
Tu viens de dire un truc, c'est-à-dire certains freins qu'on peut rencontrer dans l'école. Je ne sais pas, par exemple, être annexé, d'être vraiment mis de côté par ses camarades à l'école ou autre, ou moqué, peut avoir des répercussions dans la vie d'adulte, dans la vie professionnelle. Et tu as récemment eu, notamment, une personne qui a eu un lien fort avec cet âge d'enfance et ce qu'il avait vécu dans sa cour d'école. Oui. C'était une personne qui avait trouvé comme solution de rester mutique, de ne pas parler, de rester dans son coin pendant la récréation. Et grâce à ça, en se mettant vraiment à l'extérieur, il se protégeait. Donc ça avait vraiment une utilité quand il était petit, de se taire, de rester silencieux et de rester le plus loin possible des autres. Ce qui fait qu'une fois adulte, où il ne risquait plus les moqueries de ses petits camarades, ni le fait d'être ostracisé par les autres, eh bien, il était resté sur ce point de vue-là et ce fonctionnement-là, alors que c'était plus nécessaire. Donc il a fallu quitter cette action qui avait sa fonction utile pour devenir quelqu'un d'autre et pour pouvoir justement arriver à se dépasser. Ce que tu viens de dire, c'est intéressant, c'est la fonction utile. C'est-à-dire qu'à un moment donné, toutes ces défenses, que ce soit la timidité, que ce soit le manque de confiance en soi, c'est qu'elle a eu une fonction utile dans notre histoire. Seul problème, c'est qu'elle n'a plus besoin de perdurer après avec le temps. Et c'est ce travail-là que tu vas faire, c'est-à-dire faire comprendre aux gens que cette utilité était vraie dans un temps donné et qu'elle n'est plus nécessaire avec le temps. Le but, ça serait de dire dans ce cas-là à la personne, qu'est-ce que vous seriez d'accord de lâcher dans votre fonctionnement actuel pour pouvoir arriver à faire ce que vous avez décidé de devenir, ce que vous avez décidé d'être aujourd'hui. J'ai peut-être envie de basculer vers toi, Marie-Lise, parce que tu travailles aussi sur du coaching. Finalement, c'est un peu ça aussi. Tu reconnais des choses qui te parlent peut-être. Complètement. Alors, moi, j'appelle ça les croyances limitantes, les croyances effectivement qui nous ont été utiles à un moment donné parce que c'était plus facile et plus écologique pour moi, pour reprendre cet exemple, de me faire petite dans mon coin parce que ça me coûtait moins finalement que d'aller affronter ce qui me faisait peur. Mais aujourd'hui, ce schéma inconscient qu'on a ramené de l'enfance, on n'en prend pas forcément conscience déjà qu'on l'a et qu'il ne nous convient plus. Donc c'est là, à ce moment-là déjà d'en prendre conscience, c'est le premier pas. Déjà de dire ah oui, effectivement, c'est pas moi, c'est un comportement que je peux arrêter de faire. En plus, c'est-à-dire que là, vous ne donnez pas de conseils aux gens, vous les accompagnez à changer. Oui, le conseil, en fait, c'est ce qui devrait être marqué dans le cabinet de tous les coachs, en très très gros, avec marqué « ne jamais donner de conseils à qui que ce soit ». C'est le but. Et le but dans ma pratique, le fait de révéler les talents aux gens, ça leur donne aussi de la valeur. À partir du moment où chaque personne se rend compte qu'elle a du talent pour ce qu'elle a décidé d'entreprendre, pour l'objectif qu'elle s'est fixé, eh bien, ça lui donne de la valeur. Et la valorisation, c'est aussi quelque chose qui est indispensable dans notre métier, de montrer aux gens qu'ils ont vraiment une grande valeur, qu'ils peuvent croire en eux, et c'est grâce à ça qu'ils peuvent avancer. Derrière, j'allais dire, il y a aussi d'autres... C'est parce que là, on parle de freins là-dessus, mais après, c'est des freins qui peuvent être handicapants dans la vie, parce que c'est pas que juste de la timidité pour demander des augmentations, des besoins de changer de vie, ou besoin d'avoir reprendre confiance en soi pour des diplômes. Ça peut être des phobies sociales qui deviennent des freins aussi. Oui. Alors ça peut être des phobies sociales, mais ça peut être aussi dans le coaching, on peut tomber aussi sur des gens qui sont dans la phobie de certains animaux à 8 pattes, que je nommerai pas pour que personne n'ait peur, ou bien des petits animaux à 4 pattes qui sont plutôt gris comme des souris. Et le but du coaching, c'est d'arriver à permettre à ces gens, grâce à des outils, grâce à des techniques, de se sortir de là de manière définitive et que ce soit quelque chose qui ne vienne plus jamais les encombrer. C'est rigolo ce que tu viens de faire parce que tu n'as pas cité d'animaux et c'est vrai que moi, il y a un insecte, quand on le cite, je m'hérisse à chaque fois que j'entends juste le nom parce que tu vois l'image, tu vois le nom et t'associes. C'est-à-dire que c'est des choses complètement improbables et inconscientes. C'est vraiment, c'est pas gérable. Oui, et l'avantage, c'est que lorsqu'on va travailler là-dessus avec quelqu'un, on ne va jamais le confronter à sa phobie. C'est lui-même qui va trouver des solutions pour pouvoir arriver à changer ce qu'il a décidé de modifier en lui. Il ne sera jamais dans une situation où il devra faire preuve d'aller trop en avant par rapport à ses choix. J'ai envie de faire réagir Christine, toi qui es psychothérapeute, finalement, ce qu'on entend, c'est une forme d'accompagnement. Le psychothérapeute est aussi dans une forme d'accompagnement et pourtant, vous n'allez pas appuyer sur les mêmes choses et faire la même chose.
Moi, je ne vais pas appuyer sur l'objectif à atteindre, puisque ce n'est pas la question, ce n'est pas la demande. Je vais plus appuyer sur le sens, sur les raisons profondes, sur l'histoire, sur la compréhension de à quoi ça m'a servi toutes ces années. Je précise qu'en te posant cette question, c'est-à-dire que nous tous, avec ces problématiques-là, on peut aller piocher chez l'un, chez l'autre, voilà, et que l'approche du psychothérapeute est différente, et c'est ce que tu décris là. C'est tout, c'est juste deux approches différentes. Et effectivement, je ne suis pas dans l'objectif à atteindre. Je suis plus dans la compréhension, je suis plus dans l'histoire, je suis plus dans cette fonction-là, par exemple, de phobie, elle a une fonction. Au lieu d'aller chercher à en sortir obligatoirement, immédiatement, je vais aller chercher à savoir qu'est-ce qu'elle permet aussi. Parce que si elle a eu cette fonction-là pendant tout ce temps-là, c'est qu'elle a servi, elle a été utile à un moment donné. Donc je vais d'abord passer par le sens qu'elle a eu, avant d'essayer, après, de faire les démarches qui peuvent être effectivement des démarches vers un coach pour faire plus quelque chose qui va être de l'ordre du comportemental, quoi. Ce que tu es en train de dire, c'est que le psy peut aussi renvoyer vers un coach. Ah, complètement. Enfin, moi, il m'arrive de travailler avec des coachs et je trouve que c'est deux approches différentes. Et au contraire, je trouve que c'est intéressant de pouvoir aborder l'humain sous différents angles. Ce que je trouve aussi intéressant dans le coaching, c'est-à-dire qu'au-delà de ça, c'est-à-dire que les gens, vous les aidez à changer l'image qu'ils ont du monde avec les mêmes mots. Notamment, c'est-à-dire que tu peux raconter des histoires aux gens, des sortes de contes, et où ils vont d'un seul coup se transposer différemment et donner un autre rôle aux personnages, etc., etc. Alors ça fait aussi partie de la manière dont je fonctionne, c'est-à-dire qu'en règle générale, la plupart de mes entretiens commencent par une histoire, de manière à ce que cette histoire fasse écho d'une manière ou d'une autre à la personne et qu'elle vienne voir ce qui peut lui ressembler ou justement être complètement différent de son approche et de cette façon-là se rendre compte, par l'intermédiaire d'une histoire, par l'intermédiaire d'un conte, qu'il y a toujours quelque chose qui peut lui faire écho. Là, ce que j'entends, c'est que tu cherches à être une sorte de miroir valorisant à chaque fois. Oui, c'est exactement ça. Un coach, c'est un miroir valorisant. C'est aussi quelqu'un qui est le partenaire en réussite de la personne. C'est-à-dire qu'il va appuyer sur chaque petit progrès. Il va stigmatiser non pas ce qui ne va pas, mais tout ce qui va bien, en disant, voilà, vous me dites ceci, ceci et cela, et regardez, vous avez réussi à faire ça, et vous avez aussi réussi à faire ça. Et souvent, les gens minimisent leur propre réussite, alors qu'ils ont plutôt tendance à voir tout ce qui peut aller de mal, alors que les réussites, ils les mettent de côté comme étant des évidences, alors qu'en fait, c'est ce qu'ils veulent, c'est réussir. Et comme ça, ils ont cette forme de miroir de quelqu'un qui leur montre ce qu'ils réussissent. En tout cas, il y en a une qui réussit très très bien, c'est Marianne Allais, c'est notre chroniqueuse auto. Et elle réussit des petites visites. Là, elle nous a donné un petit teasing, elle est allée dans un garage. Elle est là juste en coulisses pour l'instant, et elle est en train de préparer un petit sujet, mais elle a quand même voulu nous faire un petit coucou en direct de son garage. Bonjour tout le monde, un petit coucou depuis Paris au sein du showroom Lamborghini, une marque très prestigieuse qui rejoint forcément Ferrari ou Porsche. Mais là, je vais vous présenter l'un des plus gros showrooms Lamborghini en France, donc celui de Paris, où vous avez plus de 1400 mètres carrés, aussi bien l'espace showroom qui est juste derrière moi avec la présentation de modèles et de voitures d'exception, prestigieuse et assez unique, et juste là où je vais vous emmener, le côté atelier, c'est-à-dire que lorsque vous emmenez votre voiture en après-vente, donc en réparation, vous pouvez voir un changement de vos plaquettes de frein, le changement de vos pneus, et c'est ce que j'adore justement, et c'est ce que je voulais vous présenter. Vous voyez juste ici, on passe hop de l'autre côté et on a ce côté un petit peu clinique, tout est propre, tout est beau, et je vous avouerai que je suis dans un petit coin de paradis, je pense fort à vous, et je vous présenterai des modèles d'ici quelques temps. Allez, à bientôt. Bye bye tout le monde. Bye bye, bye bye, à très vite. Voilà, donc c'est vraiment juste un petit biscuit. Et un petit biscuit, Marie-Lise nous en a préparé. Et il y a un mot qui vient d'apparaître dans le dictionnaire, parce que c'est ton envie de nous faire découvrir, qui est peut-être en lien avec la chronique de Marianne. Peut-être, oui. En fait, tout était prévu avec Marianne. Donc j'ai trouvé des nouveaux mots qui sont sortis en 2020. Et il y a un mot qui m'a interpellée, c'est la dédiésélisation. Oui, ça c'est facile, c'est de ne plus utiliser le diesel. Voilà, c'est ça. Réduire la proportion de véhicules fonctionnant au diesel dans le parc automobile. Il y en a un autre peut-être que tu ne connais pas, c'est une licorne. Alors, une licorne, je sais ce qu'est une licorne, l'animal fantastique, mais je suppose que non. Et est-ce que toi tu sais ce qu'est une licorne ?
Non. Oh, menteur. En antenne, tu lui as dit que oui, tu peux l'assumer. Alors, une licorne, c'est une entreprise qui n'est pas cotée en bourse et qui a une valeur qui dépasse le $1 milliard. C'est mon entreprise, tu vois. Voilà. Ça, voilà, je ne savais pas, moi. Et il y en a plein d'autres que tu... La sentience, est-ce que vous savez ce que c'est la sentience? Peut-être que vous savez, non? Non. Je ne connaissais pas non plus. C'est pour un être vivant la capacité à ressentir les émotions, la douleur, le bien-être, à percevoir de façon subjective son environnement et ses expériences de vie. En fait, on parle de clairsentience parfois pour des gens qui entendent des choses de l'au-delà. D'accord, c'est la sentience par rapport au sens qu'il peut y avoir. Après, il y a des mots un peu plus high-tech et connectés. High-tech, il y a le slasher. Slasher, c'est moi. C'est vrai? Ça te parle, slasher? Un slasher, c'est une personne qui a plusieurs activités. Moi, je suis écrivain, coach, chroniqueuse. Voilà. Maman, cuisinière. Également. Non, plusieurs activités professionnelles. Il y a un autre mot que j'aime bien aussi, c'est ubériser. Ouais. Ouais. Donc, je ne saurais pas donner le terme, mais c'est vrai l'ubérisation derrière qui est derrière. Alors, c'est rendre obsolète un modèle économique existant via l'utilisation de plateformes numériques. Tu aurais cru que j'aurais pu citer cette définition, c'est impossible. Après, tu en as d'autres qui sont surprenants, parce que là, comme tu l'as fait avec Sentience, bigorexie, je ne sais pas ce que c'est. La bigorexie, alors bizarrement, mon fils connaissait parce qu'il en est atteint, je pense. C'est l'addiction caractérisée par un besoin irrépressible de pratiquer intensivement une activité sportive, malgré le risque de blessure qu'il peut y avoir, ou d'épuisement, et aux dépens de sa vie professionnelle et familiale. Quelqu'un qui est acharné du sport. Là, c'est tous les mots qui sont apparus là, cette année. Quelques-uns, en tout cas, des mots qui sont apparus en 2020. T'en as d'autres en panier Alors, j'ai le hackathon. Hackathon qui n'est pas... Ça, tu sais, toi. Qui n'est pas pharaon. C'est le fait de se trouver pendant au moins 48 heures dans un même lieu et un groupe qui travaille de façon collective sur un sujet. C'est ça. C'est une sorte de marathon, voilà, une sorte de brainstorming marathon. Sur des idées novatrices, pour faire émerger des idées novatrices. Il y a le bioplastique. Un plastique bio, quoi. Ouais, mais un plastique biodégradable, en fait. C'est pas un plastique qui a été conçu de manière biologique, mais qui est biodégradable. Et sans forcément donner les définitions, tous les nouveaux encore. Alors, antispécisme. Voilà, que l'être humain n'est pas supérieur aux animaux. La smicardisation, tendance à augmenter le nombre de salariés dont la rémunération est bloquée au SMIC, c'est pas sympa. Et puis c'est tout ce que je vous ai trouvé. Là, il y en a quelques-uns d'autres, mais j'avais fait une petite sélection. En tout cas, on peut les retrouver sur ton Facebook, sur le Facebook de Marie-Lise Trécourt, écrivain. C'est pas compliqué, tu vas nous les remettre. Marie-Lise Trécourt tout seul maintenant, il n'y a plus écrivain. Il n'y a plus d'écrivain. Maintenant que je suis une slasheuse. Ah oui, mais alors Marie-Lise Trécourt, slasher. C'est très bien. Je vais y penser. C'est une bonne idée. Pour reprendre notre conversation sur l'idée du coach et de l'accompagnement d'individus, j'ai peut-être envie de te lancer à toi. Quel genre de questions tu pourrais avoir envie de poser finalement en tant que psy à un coach spontanément, ou alors Non, moi, ce que j'ai toujours trouvé intéressant et qui m'a questionné, alors pour travailler avec un coach sur une mission, c'est cet intérêt pour un objectif à atteindre. Avec, pour moi, ce que j'avais comme vision au départ, c'était, mais l'objectif, en réalité, en tant que psy, j'en ai quelque peu rien à faire. L'important, c'est que la personne ait un objectif dans sa tête. Je n'ai pas besoin, moi, en tant que psy, d'avoir cet objectif-là. Et je trouvais toujours très intéressant de se positionner sur il y a un objectif à atteindre, il y a des cadres, des codes, des obligations de passage. Voilà. Et c'est ça qui m'intéresse un petit peu de décortiquer, toutes ces contraintes, entre guillemets, qui sont posées à la personne qui vient vous rencontrer pour vérifier que l'objectif qui doit être atteint, il est réellement atteint, quoi. Comme s'il fallait pratiquement estampiller chaque étape en disant « Ok, validé. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle dit que finalement le psychothérapeute va aider à une étape et toi tu es sur une autre fonction et une autre étape. Mais les deux, c'est-à-dire toi tu libères d'un poids entre guillemets et toi tu aides à oublier le poids pour aller à l'objectif. Oui. Alors pour reprendre l'image de Christine avec toutes les cases à cocher et toutes les situations qu'il faut estampiller pour les valider, c'est comme si on avait un roadbook avec le coaching. On sait exactement, en le définissant évidemment avec la personne qu'on reçoit, c'est par quelles étapes nous allons passer. Et de cette façon-là, on sait exactement par quel chemin on va passer, quels vont être les obstacles que nous allons rencontrer sur ce chemin, de manière à soit les contourner, soit les surmonter, mais au moins ne pas se retrouver au pied d'un mur sans y avoir pensé à l'avance, et de manière à avoir toujours en ligne de mire l'objectif. C'est pour ça que dans le coaching, on est dans le comment allons-nous y prendre. Et pour ça, tu utilises des différentes techniques ou différentes formations, comme je pense à la programmation neurolinguistique, la PNL notamment. Oui. Alors la programmation neurolinguistique, ça va servir à justement, comme si on utilisait un rayon laser pour détruire un obstacle. Sauf qu'on va fonctionner d'une autre façon.
Là, il y a le geek qui s'est réveillé. On va fonctionner d'une manière un petit peu plus conversationnelle. Et donc, dans le cadre de l'entretien, ça va être d'utiliser une technique précise en fonction de la demande de la personne pour pouvoir arriver à modifier l'émotion qui est en lien avec la situation que la personne rencontre. Par exemple, elle a peur de quelque chose, faire en sorte que cette émotion change. La situation, elle, ne changera pas. La bête à 8 pattes dont j'ai parlé tout à l'heure, elle existera toujours. En revanche, l'émotion en lien avec ce petit animal, lui, disparaîtra. J'ai envie de te faire réagir, Marie-Lise, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Non, parce que j'ai l'impression que ça te parle, tout ça. Oui, alors la PNL, je connais un peu, mais pas aussi bien, je ne la pratique pas, moi, dans mes coachings. Mais effectivement, travailler sur les émotions, ma manière de travailler sur les émotions, c'est déjà de faire prendre conscience aux gens de quelle émotion il s'agit. Parfois, les personnes disent je me sens mal. Avec ça, on ne peut pas faire grand-chose. Par contre, dire ok, tu te sens comment? Tu te sens triste, tu te sens en colère, tu te sens déprimé, tu te sens frustré. Quel est le mot qui caractérise ton émotion? À partir du moment où on a mis un mot dessus, on peut trouver des actions. Si je me sens triste, ok, qu'est-ce qu'on peut mettre en place en face pour que cette tristesse, ça diminue en tout cas? Marie-Lise? Pardon, Christine, non? Moi, c'est Christine. Oui, mais je sais, merci. Une autre question que j'ai en lien avec tout ça, c'est à quel moment, alors vous êtes tous les deux coachs, à quel moment vous êtes capable de dire cette personne-là, je peux rien. Oui, je peux rien dans le sens où ma limite de compétence est atteinte et c'est effectivement un psychologue, un psychothérapeute, un psychiatre qui à ce moment-là va être la personne intéressante. Alors ça, on s'en rend compte très très vite parce qu'au cours du premier ou du deuxième entretien, on va mesurer avec la personne quelle est sa motivation pour réussir cet objectif. Et si la motivation est faible ou moyenne, ou si l'échec face à cet objectif ne dérange pas trop la personne, on va dire si vous échouez, vous êtes dans plus 5 ans, est-ce que ça a changé quelque chose en vous? Si la personne dit non, c'est pas grave. C'est là où le coach ne peut pas y arriver. Et donc c'est là où il faut orienter la personne vers quelqu'un d'autre qui sera à même de fonctionner différemment. Marie-Lise? Alors, moi, généralement, ça m'est arrivé de refuser un coaching à une personne parce que je sentais que la situation n'était pas seulement dérangeante, mais elle était douloureuse. Il y avait une vraie blessure derrière que je n'étais pas à même de traiter. C'était quelque chose qui remontait à plus loin dans l'enfance. Et là, voilà, quand c'est quelque chose qui est douloureux, je ne traite pas. Quand c'est dérangeant, je traite. Ce que tu es en train de dire, c'est finalement ce que tu disais tout à l'heure en commencement et en faisant la différence entre l'un et l'autre, la psychothérapie et le coach. C'est-à-dire que finalement, le psychothérapeute, le psy, va soigner la source de la douleur et du mal, finalement. Oui, et ce temps-là de rencontre me paraît intéressant parce qu'effectivement, on est tous en train un petit peu de se regarder en chien de fusil en se disant j'ai une compétence plus intéressante, plus importante que la tienne, ou voilà, je suis validé plus que notre. Et l'objectif de ce temps-là de discussion, c'est aussi de dire on a chacun des compétences très spécifiques et à nous, chacun, dans nos compétences, de pouvoir repérer les limites qu'on a. Il y a des gens, moi, pour qui, effectivement, j'ai aucun intérêt à les amener en thérapie et qui, au contraire, auraient tout à fait l'intérêt d'aller voir un coach. Le mot hackathon de tout à l'heure aussi m'a rappelé une question toute bête, c'est-à-dire que tu es aussi capable d'aller en entreprise, c'est-à-dire il y a un objectif de groupe par un employeur, par exemple, et d'un seul coup, tu vas prendre les équipes ensemble et tu vas travailler avec les équipes avec un objectif commun, par exemple. Oui, et là, c'est l'équipe qui va définir l'objectif. Parce que l'employeur fait appel à un coach ou justement, ça peut être aussi une psychothérapeute pour résoudre une difficulté que l'entreprise rencontre. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, une entreprise, explique l'exemple, par exemple, la problématique. Une entreprise qui était spécialisée dans la pose de climatiseurs, qui me demande d'intervenir pour justement un mal-être dans l'entreprise, alors qu'ils avaient un entrepreneur qui était un vrai papa poule, qui était un être délicieux et prêt à tout sacrifier pour le bien-être de ses salariés. Et malheureusement, il n'arrivait toujours pas à leur donner une pleine et entière satisfaction. Et donc, en réunissant les employés, en discutant vraiment avec eux, ce sont des gens, dans ce cas-là, qui, vis-à-vis d'une personne extérieure, arrivent à parler de leurs faiblesses. Et de cette manière-là, ils ont réussi à me dire que depuis que l'entreprise avait déménagé, ils perdaient un temps infini dans les embouteillages et que s'ils arrivaient à s'organiser différemment pour être présents, ça changerait tout pour eux. C'était un détail, c'est-à-dire finalement donner la parole et trouver la manière d'arriver à cet objectif. Mais j'espère qu'on aura appris pas mal de choses aussi sur le coaching, sur la différence qu'il y a. Et finalement, ce que j'entends et qui est intéressant, c'est-à-dire que vous êtes nombreux et nombreuses, chacun avec des personnalités, des approches qui peuvent se ressembler mais qui sont différentes et avec toujours le souci finalement d'accompagner
accompagner chacun. C'est ça, c'est à chaque coaché de trouver le coach qui lui correspond. C'est une rencontre, vraiment. Eh oui, c'est comme vous aussi, quand vous changez de chaîne de télé, il faut trouver le programme qui vous correspond. C'est exactement la même chose. Je vous embrasse à tous, merci à tous les trois. Un grand merci encore à notre équipe en coulisses. Et à très très vite. Merci beaucoup Emmanuel Fauré. Je rappelle ton site internet, révélezvostalents.com. Voilà, à très vite. Au revoir, merci à tous.